Bonjour Alexandre et Cédric, merci beaucoup d'avoir accepté de discuter avec nous aujourd'hui. On est Louis et Margot, étudiants en Master Information et Communication à l'Université Toulouse-Capitole et on est super contents de rencontrer les voix de Radio Occitania. Oui, c'est vraiment un plaisir. Aujourd'hui, on va revenir sur la période du Covid-19 en évoquant l'impact qu'elle a eu sur vos vies, aussi bien sur le plan professionnel que personnel, et la manière dont elle a transformé votre quotidien. Mais avant ça, on aimerait d'abord vous demander, on aimerait que vous vous présentiez. Vas-y, Je, je commence ou tu... Ouais, tu... Donc moi, je m'appelle Cédric, j'ai fêté mes 47 ans en juin dernier et mes 32 ans de radio en juillet dernier. C'est beau. Donc j'ai commencé, je suis originaire de la montagne ariégeoise. J'ai commencé à radio, donc j'avais 15 ans dans une petite associative qui n'existe plus malheureusement, qui s'appelle Médiane FM. De là, je suis passé par un cursus universitaire en mode je voulais rentrer à l'ESSAV. En fait, je suis arrivé à la fac en 95, donc j'ai plutôt fait mouvement de grève. Et comme il n'y a pas de diplôme là-dedans, voilà. Et par les fruits du hasard, il se trouve que j'ai un pote qui travaillait à Radio Occitanie et qui m'a branché en mode enfin il s'est pointé, le boss en haut faisait on ne trouve jamais d'ingé son. Donc j'ai passé la porte d'ici et j'en suis pas ressorti ou peu. Ça fera 25 ans pile poil demain, le 18 octobre. Ça, c'est bien de dire ça, parce que comme ça, s'ils le diffusent à d'autres moments, je leur plante la date. Nickel, voilà. Et sinon, à côté, je suis community manager. Voilà. Moi, c'est Alexandre Cavassa, animateur radio ici depuis presque 17 ans. Ça fera 17 ans au mois de février. C'est Cédric qui... j'avais envoyé un mail, ça arrivait à la radio, c'est tombé dans les mains de Cédric. Il y avait un poste de technicien radio. Il se trouve que ils en avaient déjà trouvé un, mais ils ont quand même fait en sorte à ce que je puisse quand même être là. Et donc voilà, je commençais comme technicien, réalisateur, tout ça. Je fais très bien le café aussi. Et petit à petit, en apprenant l'occitan, j'ai pu faire des petites chroniques, des interviews qui sont aussi pas en occitan. Voilà. Et résultat, aujourd'hui, moi personnellement, je fais la matinale en occitan, un mag le jeudi et vendredi qui est à midi en occitan aussi, et le soir de 17h à 19h, je fais un mag aussi du soir en occitan. Et à côté de ça, on a l'émission Faut se le dire, qui est en français, un gros talk show, on reçoit pas mal de gens, c'est très diversifié. Voilà le parcours. Ok, merci beaucoup. Donc maintenant, on va prendre un moment pour nous replonger dans la période du Covid. Mars 2020. Ça veut dire qu'on se tousse dessus, c'est ça ? Ouais. On peut mettre les masques. Ça veut dire qu'on fait comme ça, on est là, on a des vitres. On pourrait. Ouais. Mars 2020, donc la France est soudainement frappée de plein fouet par la pandémie de Covid-19. Les rues se vident, tout s'arrête, mais la radio reste l'un des rares fils qui continue de tous nous relier. Oui, exactement. Les auditeurs sont confinés chez eux et se tournent vers leurs stations plus traditionnelles. Ils sont à la recherche de réponses à leurs questionnements, mais de l'autre côté du micro, les animateurs ne sont pas épargnés. Donc, c'est dans ce contexte si particulier que nous allons nous intéresser à vos deux expériences personnelles ou professionnelles pour voir comment vous avez su gérer une telle situation, quoi. Et oui, comme évoqué par Louis, ce n'est un secret pour personne. Pendant le confinement, beaucoup de professionnels ont dû s'adapter à de nouvelles manières de travailler. Alors, on aimerait savoir comment ça s'est passé pour vous, quels ont été les premiers défis que vous avez rencontrés. Alors déjà, il faut le savoir, c'est nous qui avons empêché la pandémie de Covid. C'est nous qui l'avons arrêté. Ouais, on l'a arrêté voilà. Comme ça. On a fait un sac comme ça, et puis ça s'est arrêté d'un coup. Non, on va dire, on a été frappé un peu comme tout le monde, parce que vous dites, la France est frappée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les autres pays autour, je crois que ça n'a pas été un problème franco-français. Ça a été un travail d'équipe. Voilà. Après, nous, on ne savait pas trop, on était un peu comme tout le monde. En plus, moi, je suis papa d'un gamin qui avait, c'était quand ? C'était 2000, on a dit, c'était quand déjà le Covid ? 2020. Ouais, 2020. 2020, donc à l'époque, mon fils, il avait 8 ans. Je suis séparé de sa mère, il était chez sa mère. Et moi, je toussais un peu, donc on était tous en mode panique. Et tu disais, les gens se sont tournés vers le tradi. Oui, à chaque fois,
le français se tourne vers le tradi. Des fois, il ferait mieux d'éviter, d'ailleurs, hein, n'est-ce pas? Et pendant qu'on était tous là, qu'on paniquait, y a un provençal, il faut le savoir, le provençal est tignos et caractériel, qui a fait « on ne peut pas laisser faire ça » et tout. Quand il tape des colères, ça, c'est phénoménal. Et il a pris une décision. Il a pris une décision et je te passe la main. Ouais, c'était de lancer Radio Maison. Voilà, parce qu'on n'a pas pu rester confiné. C'est vrai qu'on est, on est dans la communication en permanence et puis on est vraiment passionné de ce qu'on fait. Et on sait qu'il y a des gens qui nous écoutent. Et quand on est dans une radio, on va chez les gens. On est dans leur lit, on est dans leur douche, on est dans leur toilette, on est dans leur bagnole. Ça, c'est toi et PPDA. Moi, on est partout avec eux tout le temps. Et donc voilà, et on pouvait pas, nous-mêmes, on peut pas rester sans rien faire. Et il y avait plein d'informations. Il y avait des gens qui étaient seuls chez eux. Beaucoup de gens étaient angoissés de se dire il y avait des infos qui tombaient. C'était pas réjouissant. Tous les jours, on avait quand même un monsieur qui venait nous annoncer le nombre de morts. Il y a quand même une porte-parole du gouvernement qui a dit les masques, ça sert à rien. Et de toute façon, moi, je sais pas m'en servir. Bon. Pour qu'ensuite ça devienne, on a été les premiers, en tout cas localement, à dire vous allez voir, c'est interdit aujourd'hui, ça veut dire que demain ça va être obligatoire. On s'est pas loupé. Et on a tout eu. On a eu, c'est là où ça a été bien. Donc je suis venu à la radio récupérer du matos. Je suis venu récupérer du matériel, des micros, table de mix et tout ça. Et puis c'est un moment où on filmait déjà un petit peu nos émissions. Très mal, qu'à la webcam et tout. Mais on s'est dit c'est pas grave, on s'en fout. Je me suis installé chez moi, j'ai un bureau et il y avait la grosse équipe, il y avait Cédric, Jenny, tout le monde à l'époque, Dot, Clément. Enfin voilà, il y a eu plein de potes en fait avec qui on travaillait et puis avec qui on est potes. Et on s'est dit on va lancer une radio. Chacun depuis chez nous. En gros, Alex était sur l'animation. Moi, quand il m'a dit ça, j'avais pas le matos chez moi pour pouvoir. Je lui ai dit, écoute, on va ranger le côté animateur radio, on va utiliser plus le côté community manager et le côté journaliste qui réseaute, histoire de mettre en place notre réseau. Et ça a commencé, en fait, à la base, on faisait des trucs de barjo, ça durait... le premier show de Radio Maison, on a fait à peu près 4 heures, 5 heures. Ouais, 4 heures. Le soir, on se mettait en direct au début juste sur les réseaux sociaux. Ouais, à 19h. Voilà, on voyait que ça prenait et puis petit à petit on s'est dit attends, on peut contrôler la radio à distance. Donc autant diffuser à la radio aussi sur les ondes. Okay. Et là ça a pris tout son sens, Radio Maison. Après on s'est pas trop foulé pour le nom, je crois. C'est la radio à la maison. Alors, en plus, chose rigolote, là si les autorités nous écoutent, il y a prescription, on peut se permettre de le dire. C'est que donc Alex, comme il a dit, alors que c'était le tout premier confinement, il fallait pas sortir de chez toi, d'un rayon de 1 kilomètre et tout. Donc Alex, je vais pas, je vais pas talker son adresse, mais bon, Alex vit à plus d'1 kilomètre de Radio Occitanie. Et il se trouve qu'une semaine après le début du confinement, en fait du gros confinement du premier, on a coup sur coup la table de mix principale de la radio qui a pété, qui était là depuis, et l'ordinateur d'automation antenne. Donc l'ordinateur d'automation antenne, c'est celui qui... Et avec la collègue Esther, qui est là-haut, on s'est dit, hop, on est les deux plus proches, on va... Donc c'était vachement marrant, on avait l'impression d'être un couple adultérin. En fait, on passait par les petites rues, chacun de son côté, pour essayer de pouvoir arriver à la radio pour réparer le truc, tac... On rentrait, on laissait la grille devant fermée, tac, on rentrait, on refermait la porte. Je vous dis, c'était vachement marrant. Alors que c'est quand même la période où j'ai vu le moins de policiers dans les rues de ma vie. Donc voilà, donc on a lancé cette émission-là, après, une fois tout installé. Et là, on a eu plein de gens. On a une personne qui nous a aidés, Nathalie. Ouais, qu'on embrasse. Ouais, des tas de contacts. On a eu Jérôme Marty. Il était il y a un moment, on l'appelle, il était sur le plateau, il était entre LCI, BFM. Maintenant, il est chez RMC dans les Grandes Gueules, qui fête leurs 20 ans d'ailleurs. Là, cette semaine. Ouais, joyeux anniversaire. Alain Marchal, Olivier Truchot, toute l'équipe. Voilà. Et oui, on a eu des députés, des sénateurs, des gens qui étaient dans l'action. C'est-à-dire qu'on pouvait réellement renseigner les gens sur ce qui se passait à l'Assemblée, au Sénat. En haut lieu, j'ai envie de dire, on a eu les opposants aussi. Et on a eu des chroniques... Les opposants au coronavirus. Ouais, au coronavirus. On a eu aussi ma mère qui faisait les recettes de cuisine, parce que comme tout le monde, on était embêtés, il fallait trouver des idées de recettes tous les jours. Elle nous donnait une idée de recette facile à faire à la maison, depuis le Var. On l'avait par téléphone et tout. Et ensuite, on avait mon père qui parlait en provençal, parce que tu t'avais demandé. Moi, je pensais que ça allait pas marcher. Alors, ça a été un des déclics aussi
du confinement. Ouais, c'est qu'il y a un avant et après. Et pour Alex, et pour moi, parce que moi j'y croyais quand même. Moi, à côté, autant Alex a appris l'occitan, même si moi je suis militant occitan quand même. Voilà. Et c'est vrai que l'occitan, j'en parlais récemment avec une stagiaire qui me disait ouais, mais c'est un truc de vieux, limite, ça sert qu'à parler au cul des vaches, n'est-ce pas? Et je dis à Alex, son père disait des poésies et tout, il lisait une poésie par soir, et son père parle aussi provençal, quoi. Il parle une variante de occitan, parler d'occitan, le provençal. Et je lui dis, putain, ce serait bien qu'un soir ton père il nous fasse en provençal. Et comme il est cap-bourrute, le garçon, il me dit ouais, non, ça va pas marcher et tout. Et comme moi, je suis encore plus cap-bourrute que lui, Napoléon, paraît-il, disait des miens, là où la mule s'arrête, l'ariégeois continue. Voilà, je lui dis, mais si. Et du coup, Alex se dit, bon, ben, pour montrer à Cédric que ça va pas marcher, je vois avec mon père, il nous a lié up. Comme en plus c'est Cédric qui est sur le chat, il va devoir gérer tous les gens qui vont être là, mais c'est quoi cette merde, on n'y comprend rien et tout, machin. Et là, j'y envoie un MP en mode, va jeter un œil sur le chat. Et là, il va voir le chat Facebook et il voit, ah mais c'est génial, ah mais c'est super, ah mais il y a des mots qu'on comprend et tout, machin. Et c'est quelque part, ça fait aussi un peu de déclic. Il y avait, t'avais aussi un groupe, Nat et son chéri, qu'on embrasse. Oui, qui nous faisait des poésies, je crois. Qui nous faisait une chanson tous les soirs, qu'on avait reçue. Et surtout, bon, il y avait à côté Alex à aborder le côté politique, parce qu'Alex est très politique. Mais il y avait aussi, on vous avez parlé des artistes, parce que, enfin, je dirais pas Alex est très politique, on a abordé le côté politicien. Maintenant, on va rentrer dans le côté politique, parce que c'est pas pareil. Voilà. On avait des artistes, mais là on est en train de vous la jouer, genre oui machin, on a eu plein de belles gens et tout, mais en fait les gens les plus géniaux qu'on a eu, c'était les gens normaux. Les gens nous écoutaient, le lambda qui nous appelait, qui nous écoutait, qui nous disait mais voilà comment ça va se passer, moi j'ai peur de crever et tout. On a même eu, celui-là c'est mon chouchou, un complot. C'est ce que j'allais dire, on a eu un des premiers complotistes. On a eu un des premiers qui nous faisait le lien entre futur vaccin, 5G. Et en fait, on l'a gardé parce que c'était génial. C'était le premier. À la fin, il finit par me dire que je suis pro-Emmanuel Macron, pro-vaccin, moi qui ai peur des piqûres, pro-médecine, pro-tout, enfin, voilà. Et là, je me suis dit, bah ok, on a affaire à quelqu'un qui est délirant. Parce que et après, tu te dis en même temps, il est seul. Il est seul chez lui. Donc, sur le moment, moi, j'ai bien envie d'aller lui faire un câlin. Mais je ne suis pas sûr qu'il aura apprécié. Mais en même temps, est-ce que ces gens-là... Voilà, je veux dire, à un moment donné, moi, je prends ça à la rigolade, mais c'est assez hallucinant. Et c'est là où on a vu les premiers pros du complot. Et ça, c'est génial. Les premiers pros du complot sur le Covid. Sur le Covid, parce qu'avant ça, il y a eu les World Trade Center, il y a eu tout ça, il y a eu le Pentagone, etc. Mais c'est vrai que là, pour le Covid, c'était impressionnant de voir ça pour de vrai. D'ailleurs, mon petit conseil marrant, vu que l'hiver arrive, si jamais vous êtes en mode toi aussi tu veux rire avec les complots et détecter les complots dans les supermarchés, vu qu'en hiver vous avez des gants, vous mettez votre carte bleue sans contact dans le gant et quand vous payez vos courses, vous passez juste la main sur la machine à carte bleue et vous faites putain le vaccin il marche. Voilà. Okay. Et si vous avez traumatisé du Covid, vous toussez un peu, vous dites je crois que j'ai plus le goût déjà depuis hier, je sens plus rien. Généralement ça marche bien, les gens sont contents quoi. Bon, merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant d'avoir votre premier retour et voir comment ça a fonctionné à ce niveau-là et voir aussi comment vous avez su vous adapter. En fait, il y a un truc qu'il faut dire, c'est là, on vous donne le côté face-avant. Oui. Maintenant, on va vous donner les coulisses. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'on était, chacun à côté enfermé. Voilà. Donc certes, on communiquait quelque part, je dirais, c'est un peu ça qui a sauvé aussi nos propres santé mentale, quoi. C'est qu'on communiquait plusieurs fois par jour et tout. Je vous dis, au début, on faisait du show, c'était genre 4 heures, facile. On faisait du 19-23, parce que on avait envie d'arrêter, mais tu sens que les gens ils t'appellent, t'as pas envie d'arrêter. Vers 23, on arrêtait, on se disait tous, bon, au revoir, on brief demain matin 10h et tout. On partait bouffer, et tous les deux... vers minuit et demi, toi, ça va y a message en mode tu dors. Non. Et toi? Non plus, sinon je t'enverrai pas un message, connard. Ça va, toi? J'ai envie de crever.
Et toi? Parce qu'en fait, alors, c'est pas un reproche qu'on fait aux gens. Au contraire, on regrette rien. Si c'était à refaire, on le referait. Oui, d'ailleurs, on a même commencé à reprendre un peu, mais c'est vrai que... Mais voilà. on chargeait justement toute cette négativité, enfin même pas tout. Je suis pas en train de nous poser un martyr à mode on portait tout le malheur du monde et tout machin. Mais au bout d'un moment, waouh, quand tu te retrouves avec des gens, voilà, des gens, à la limite, les politiques, tout ça, ouais, t'en avais qui étaient intéressants sur certains trucs et tout. Mais quand tu te retrouves avec des gens en mode, ouais, mais voilà, mais qu'est-ce qui va se passer? Moi, je suis étudiant, je suis kéblo dans ma piole, j'ai mes parents, ils sont loin, ils sont vieux, j'ai peur et tout, machin. Bon, ben, on essaye d'être rassurant. Après, c'est pas notre boulot, on n'est pas psy. Mais des fois, voilà, des fois, il faut aller voir un psy. Des fois, vous savez, un animateur radio ou un barman, ça marche très bien aussi pour faire psy, quoi. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il y avait tout ce côté de... C'est justement ce qu'on allait aborder, c'est la charge de stress que vous avez pu avoir, le fait de jouer entre la surinformation, le fait que les gens cherchent du réconfort, mais aussi des réponses que vous n'aviez pas forcément. Comment vous avez su gérer ça? Vous avez dû recevoir énormément de... Au niveau de la pression. Ouais, la pression Alors, médiatique. Est-ce que vous avez ressenti ça? Et voilà, dites-vous que les journalistes, on a des infos, mais c'est d'ailleurs, c'est juste une petite parenthèse, mais voilà, c'est d'ailleurs un des gros problèmes qu'on a avec les supports médias actuels. Ça, c'est mon point de vue, et c'est aussi pour ça que nous, on travaille un peu autrement. C'est qu'au bout d'un moment, l'information est une chose sérieuse. Une information, on vérifie ses sources, on prend 3 sources, qui sont de différents bords, parce que sinon ça ne marche pas. Hein. Si vous prenez tout du même bord, l'info n'est pas objective, on vérifie. Le problème avec les chaînes d'infos en continu, et ça s'est souligné d'autant plus sur le Covid, et ça se souligne à chaque fois qu'il y a un truc, c'est que les mecs, ils font la course à l'audimat, donc ils vont balancer la première connerie qui passe. Et voilà, et c'est un autre débunk. Moi, en plus, j'avais la double problématique d'être, comme je vous dis, d'un côté journaliste, animateur, et de l'autre community manager. Donc, quand je débunkais pas à la radio, je débunkais les conneries sur les réseaux sociaux. Je me suis pas ennuyé, moi, pendant le Covid. Mais bon, voilà. Ça, vous étiez plutôt à attendre d'avoir plusieurs sources ou vous n'allez pas... on allait piocher à la source, en fait, directement. On avait, comme je dis, on avait le docteur Jérôme Marty, que je salue d'ailleurs, qui a sa clinique à Fronton. Il y a un monsieur super qui, lui, n'a jamais dévié. C'est-à-dire, lui... Il est allé tout droit dans son truc, c'est-à-dire qu'il a toujours dit qu'il faut regarder cette maladie dans le rétroviseur, voilà, en permanence. Il faut s'inspirer des autres pays, de ce qui a été fait, pas fait. Enfin, il a toujours été très droit dans son truc. Et même encore aujourd'hui, il ne varie pas sur ça. Donc, pour moi, c'est une source sûre. Il avait des cas dans sa clinique. On est même allé le voir après, voilà, et c'est dans ses bureaux directement. Et c'est vrai que voilà, on a tendance à écouter plutôt les gens qui savent. Nous, on sait rien, comme disait Cédric. On ne sait pas, on n'est pas médecin, on n'est pas. Enfin, on a vu les Dr House peut-être tous 2 fois ou 3 fois. Mais voilà, déjà, c'était pas un lupus. Voilà. Déjà, c'était pas. Et non, il faut avoir la rêve si vous n'avez pas vu des Dr House. C'est voilà. Ouais. Et voilà, et donc on se renseignait le mieux possible, et puis après on regardait, oui, la télé, la radio, comme tout le monde, en essayant de. Le tout, c'était de pas leur parler de Covid toute la soirée. Non, notre rôle aussi, c'était de dire aux gens, justement, ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte. Parce que sur une période de panique, c'est le moment où, voilà, où justement, tous les complots, là, toutes ces sales races et tout ça et machin, y aller à cœur joie. Et face à cela, donc d'un côté, vous aviez l'information qui arrivait, donc les fake news, plein d'informations de différentes sources, et de l'autre côté, vous aviez des auditeurs qui étaient en demande incessante d'informations. Comment vous, à titre personnel, qui était un peu au milieu de tout ça, comment est-ce que ça vous a affecté, ou comment vous avez, comment dire, est-ce que ça a affecté votre charge mentale? Est-ce que vous avez trouvé des choses pour vous changer la vie? La drogue. Moi, j'ai découvert, on peut le dire, Picard sur Gelée, incroyable. Voilà. Et ce qu'on faisait, en fait. En faisant de la radio, c'est le moment où on s'amuse le plus. Donc, en fait, en faisant de la radio,
Bon, on s'amusait, donc ça nous détendait. Voilà, moi après je regarde beaucoup la télé. Je suis quelqu'un qui regarde énormément la télé. Je suis un bouffeur de télé. Voilà, c'est pas bien de dire ça, mais c'est vrai. J'adore la télévision. J'adore tout ce qu'on nous sert à la télé. Des trucs les plus intelligents, des trucs les plus bêtes. Et donc il y avait beaucoup de choses qui étaient diffusées. Donc voilà. Et après il y a des trucs tu te dis, il y a pire. Tu te dis, il y a des gens qui sont sous des bombes. Voilà, bon. Moi, j'aime bien le côté, on est révolutionnaire. En même temps, ils ne risquent pas de choper le Covid, c'est ça l'avantage. Voilà, non, mais moi, ce que j'aime bien aussi, c'était ce côté, parce que charge mentale, moi, personnellement, ça va. Je l'ai très bien vécu, en vrai. Je suis juste un peu hypocondriaque, donc au début, j'avais un peu peur. Voilà, mais c'est tout, ça s'arrête là. Mais c'est vrai, je suis, voilà, moi, j'ai un truc, c'est que je vais mourir. Donc, je me mords la joue, j'ai l'impression que je vais perdre la joue. Enfin, je suis débile. Hein. Et là, à part ça, ça allait. J'avais plus peur pour les gens. À un moment, quand je venais chercher le matériel justement à la radio, je me suis mis à pleurer dans la voiture. Parce que je voyais, il n'y avait personne dans les rues, il n'y avait rien. J'avais l'impression d'être un pays en guerre, sans lettres. Parce qu'en plus, on a un président de la République qui nous disait « nous sommes en guerre ». En plus, on peut le dire, nous, on a un peu, entre guillemets, vécu de l'intérieur. Et moi, en particulier, parce que moi, il se trouve que donc, à l'époque, comme je vous disais, j'avais mon fils c'était la semaine où il était chez sa mère. Donc moi, étant entre tout et tout, machin, et puis l'école qui est repartie, c'était plus facile pour sa mère, qui a plus de matos que moi, informatique, pour assurer donc je voyais avec elle, il est resté chez elle, donc je ne voyais pas mon fils. J'avais ma chérie de l'époque qui était aide-soignante, et qui était aide-soignante en plus, pas sur Toulouse, à l'ODEV, qui a chopé le Covid. Et alors, truc qui est super marrant, elle a chopé le Covid à côté de son côté aide-soignante. Elle allait faire des maraudes pour aider, pour aider les SDF et tout. On ne sait pas à cause de quoi elle a chopé le Covid. De toute façon, personne ne savait à cause de quoi on chopait le Covid. Elle s'est quand même retrouvée avec une collègue à elle, donc une autre soignante, en train de lui téléphoner, lui disant « Ouais, t'es une salope, tu as chopé le Covid, on en a aidé les pauvres, tu mets nos enfants en danger. » Elle aussi était maman, elle n'a pas pu voir ses enfants pendant 2 mois à cause du Covid qu'elle a chopé, parce qu'elle avait chopé un Covid de cheval. Et c'est voilà, les gens ont été rendus cons. Oui. La preuve aussi... Ils sont enfermés sur eux-mêmes. Vous êtes revenu sur le fait qu'il y avait eu énormément de changements avec le Covid, positifs ou négatifs. Mais est-ce que ça a changé aussi votre perception de voir le métier d'animateur radio ? Alors oui, c'est un peu là quand même que c'est toi, entre autres, tu t'es aperçu que la caméra... Bon, on faisait un peu avant, mais c'était gadget. Ouais, c'était gadget. Ouais, que la caméra, ça a marché. En fait, je commençais du coup à filmer les émissions. Beaucoup. Là, comme on le fait là pendant l'interview, hein, il y a un Lumix, un Canon, plus de webcam un peu performantes pour pouvoir filmer les programmes, pour les mettre sur les réseaux sociaux, parce que c'est là aussi où s'est développé les réels, les tout ça. Et on a vu que ça a marché, et c'est vrai que ça a marché. Cédric, c'est 25 ans de radio, moi c'est 17. Moi en 17 ans, c'est la première fois... 25 ici, moi. En 25 tout, c'est ici, 32. C'est la première fois que j'ai des retours, où j'ai des propositions, où il y a des demandes d'interview, où il y a des demandes de programmation. Il y en a un qui va sortir dans pas longtemps qui s'appelle Toulouse et vous. C'est grâce aussi à tout ce qu'on fait, parce que c'est visible. Les gens, le média évolue. La radio, pour moi, la caméra, c'est rajouter un truc en plus. Voilà. Forcément, il n'est pas obligatoire. J'ai interviewé il n'y a pas longtemps Nikos Aliagas et Benabar. Et Benabar, je l'ai filmé par exemple parce que j'avais rien sous la main, j'avais pas mon micro, j'avais rien. Bon, ouais, c'est ça. Et je me suis dit, tiens, comme ça, je le mets de suite sur les réseaux sociaux parce que le concert, il est demain au Capitole pour un spécial Nougaro. Et j'ai dégainé le téléphone, il était là, il était OK. Et voilà. Et Nikos Aliagas, au contraire, m'a expliqué pourquoi il voulait pas être filmé. Et c'était tout aussi intéressant. Voilà. Et il m'a expliqué lui pourquoi il préférait que ce soit que la voix. Il a dit parce qu'on change de comportement quand on est filmé et quand on l'est pas. Et c'est vrai. Et à la radio, pourquoi c'est plus détente des fois, pourquoi c'est plus libérateur, parce qu'on n'est pas filmé. Il y a personne qui nous regarde. Et on se dit les auditeurs, on les a pas devant, donc ils nous écoutent pas. Donc tu es un peu plus libre. Voilà, tu parles différemment. Il a dit parce que il a dit je vais prendre une posture un peu différente. Voilà. Et c'est vrai. Et moi-même j'ai pris une posture différente. Voilà. Dans l'absolu, ça va aussi sur autre chose, c'est que je dis pas on est des professionnels de la profession, mais voilà, faut que les gens se rappellent que journaliste, c'est un métier. Le fait de pouvoir filmer et tout ça, machin, ce genre d'outils-là, c'est très pratique, je dis pas. Mais au bout d'un moment, les gens qui filment comme ça un truc et qui le balancent sur les réseaux sociaux,
c'est pas des journalistes. Je dis pas, ils ont raison, ils ont tort et tout, machin, mais c'est truc marrant. En plus, vous allez voir derrière, on va arriver à repartir vers le Covid. Pendant un moment, en fait, on intervenait, moi, mon fils était à l'école, on intervenait sur les claviers. On se pointait avec Alex, on faisait la surprise, on montait un mini studio radio. À l'heure actuelle, il faut dire aussi, on a les capacités, on n'a pas besoin d'avoir... Nous, on veut monter un studio radio, on a le studio avec caméra et tout, ça tient dans un sac et 2 caisses. Voilà. Et on laissait aux gamins libre choix, on y va, c'était la période un peu après Covid, libre choix sur les sujets. Et il y en a, ils nous disent, ils étaient par groupe de 3, on voudrait parler du Covid. Nous, on se regarde avec Alex, on a mangé du Covid toute la journée, on regarde l'animatrice... que moi je connaissais bien en plus, vu que c'était l'école de mon fils, donc à dehors de l'activité radio, j'ai connaissais. Elle me fait signe, elle me regarde, elle me fait attends, je te connais un peu, voilà, attends, laisse-les faire. Franchement, on a en plus, ben voilà, ça fait une super conclusion, à moins que tu aies un truc à rajouter, mais, ou que vous n'ayez pas fini d'ailleurs vos questions, mais franchement, c'est dommage, on n'a pas tout à fait le droit. Enfin, si on avait négocié les parents pour pouvoir... On vous a dit, on a eu des politiques, on a eu des scientifiques, il y en a eu plein qui nous ont dit des trucs vrais, il y en a plein qui nous ont dit du bullshit aussi. Mais l'avis le plus juste qu'on a entendu, c'est de ces gamins. On s'est regardés tous les deux, on avait limite les larmes qui montaient, quoi. Et c'était waouh, quoi. Ouais. Écoutez des enfants, faites des enfants. Je n'ai pas dit faites-vous des enfants, parce que ça va falloir arrêter, mais voilà. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Juste peut-être pour conclure, est-ce que vous pensez que le fait de vous écouter, d'écouter les journalistes, les animateurs radio, ça devrait être obligatoire. Ouais, voilà. Savoir votre point de vue sur certains sujets et rentrer plutôt dans votre charge mentale, est-ce que ça devrait être plus médiatisé? Mon charge mentale, il m'effraie à chaque fois. J'ai l'impression que c'est une nouvelle maladie, tu sais. C'est un peu HPI, compagnie, charge mentale. En fait, je suis hypnotiseur tantrique. Enfin, tu vois, c'est chaud, quoi. Bah oui, c'est les nouveaux trucs internet. C'est pression. Non, je sais. La charge mentale, oui. Non, en fait, on n'est pas mineur de fond. Moi, si. c'est ce que je vous dis. On n'est pas mineur de fond, en vrai. Franchement, on a un métier, la charge mentale. Oui, le téléphone, il sonne toutes les 5 minutes depuis 2 jours. Ça n'arrête pas, c'est un délire. Mais moi, personnellement, la charge mentale... Si on en a une seule charge mentale qu'on a tous les deux, qu'on n'est pas les seuls à avoir, et toute notre charge mentale est toute simple. C'est aidez-nous à payer nos factures aussi, des fois. On ne dit pas envoyer des dons et tout ça et machin. Mais la charge mentale, c'est qu'on est sur des trucs précaires, comme tout le monde. Voilà. Et puis surtout, arrêtez de croire les conneries qu'on vous dit. On n'a pas une oreillette avec Barnier qui nous parle dans l'oreille. Un journaliste corrompu, parce qu'il y en a aussi, d'un grand média, ou un journaliste qui n'est pas du tout corrompu, mais à qui, comme je vous disais, le rédac-chef a dit, bon ben Coco, tu dis ça non, t'en parles pas, sinon tu dégages. Voilà. C'est pas les mêmes que nous, qui sommes pauvres trimards, qui sommes payés 35 heures au mieux, et que les 35 heures, si on se tenait au contrat, en fait, on commencera la semaine le lundi, le mercredi, on aurait fini. Et si, pour moi, l'avenir, les trucs à écouter, c'est déjà, faites travailler votre esprit critique, allez voir des médias aussi indépendants. Moi, je vais conseiller, je suis pur fan, Blast qui fait un super boulot au niveau objectivité. Vous enfermez pas dans faut pas regarder tout, certains médias, regardez de tout. Moi, nous les médias, on n'est pas là pour itémiceste, quoi, pour vous donner une vérité. C'est voilà. C'est vrai que beaucoup. Et je crois que cette charge mentale, on n'a pas plus de charge mentale que tout le monde, quoi. Enfin non, il y en a, il y a aucun problème, ils n'ont pas de charge mentale. C'est toujours pareil, on n'est pas tous égaux. C'est à la limite, ça a été un des seuls bons côtés du Covid. C'est qu'il y a eu un petit côté inégalitaire, mais dans l'autre sens. C'est que autant on sait que par exemple les territoires ruraux sont vachement laissés pour compte et tout en temps normal. Là, moi, franchement, j'aurais pu, mon Covid, j'aurais préféré le passer
dans ma Haute-Ariège natale, au milieu de la montagne, avec voilà, pouvoir aller me balader dans la montagne, aller aux champignons et tout, machin, plutôt que dans ma tour HLM, dans mon appart du 4e étage, quoi. Et voilà. Ouais. C'est bon pour vous? Merci beaucoup pour Bah, cet échange. Je ne sais pas si vous avez De rien. des choses à ajouter. Et c'était super intéressant pour nous de découvrir tout ça et comment vous avez vécu la période et les choses que vous avez mis en place. Oui, vraiment merci. On espère que ça permettra aussi de mieux comprendre à quel point la radio a joué un rôle essentiel, ou comment vous avez joué un rôle essentiel Ouais. Carrément. pour au non, niveau de faut la faire santé une belle mentale pause. des auditeurs et de voir ce qu'il y avait derrière le micro à ce moment-là. Ben, merci à vous. Et puis Bisous. non, non, et puis bon courage, parce que c'est vous l'avenir de la profession. Vous laissez pas bouffer, quoi. Mm. Mais merci à vous. Merci. C'est-